suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Raphaël. Thibaut Meurgue-Guyard, merci de participer au podcast Sésame Asie. Donc on est en direct depuis Singapour, enfin je suis à Taïwan, tu es à Singapour. Tu es consultant en sustainability et on va parler aujourd'hui surtout de la fresque du climat. Et on va ouvrir bien sûr après le débat sur d'autres sujets connexes, mais on va vraiment se centrer sur la fresque du climat qui nous concerne tous les deux. Mais avant d'attaquer, je vais te demander de te présenter brièvement s'il te plaît. Ouais, écoute, merci beaucoup Raphaël de m'avoir aujourd'hui. Super content d'être là. Du coup, effectivement, je suis Thibaut Meurgue-Guyard, consultant en sustainability. Alors effectivement, avant de préparer cette interview, enfin cette discussion, on savait pas trop comment me présenter et même moi-même, j'ai du mal parfois à me présenter. On peut dire que dans l'ensemble, j'accompagne les entreprises à aborder de façon positive et de façon avec beaucoup d'appétit les sujets de sustainability, et ça passe en fait majoritairement par de tout ce qu'on pourrait appeler de la climate education, donc des séminaires de formation sur le développement durable, sur la sustainability, mais aussi de façon un peu plus opérationnelle sur des missions de consulting. Et en fait, historiquement, on y reviendra peut-être, mais historiquement, je viens de la tech à la base, et mon expertise première, c'est l'impact de la tech, on va dire sur l'environnement, donc l'impact socio-environnemental de la technologie, ce qu'on appelle en français en fait le numérique responsable, qui n'a pas tellement d'équivalent en français, en anglais finalement. On pourrait dire IT sustainability, mais en fait je viens de ce milieu-là, et puis en travaillant, en montant une startup qui n'a pas marché, etc., je me suis retrouvé par opportunité et par engouement et par véritable passion sur les sujets plus d'éducation, d'où la fresque du climat, sur laquelle je suis en fait un des country coordinators, comme on dit, à Singapour. Donc tu fais directement référence à la fresque digitale aussi, donc à la fresque du numérique, elle s'appelle précisément. Donc il y a pas qu'une seule fresque, il y a plusieurs fresques. On va en parler un peu plus tard. Mais commençons par la fresque du climat, qui est le gros sujet qui nous concerne. Donc énorme succès en France. J'ai regardé les chiffres hier, il y a 1 200 000 personnes qui ont participé, ce qui est totalement dément pour ce type d'atelier. Qu'est-ce que c'est déjà la fresque du climat? Vas-y, explique-nous. En fait, la fresque du climat, à l'origine, c'est un atelier de 3 heures. Il n'y a rien de plus, j'ai envie de dire, basique qu'un atelier de 3 heures. Ce qui en fait sa force, c'est la vision de cet atelier, la gouvernance finalement de l'association qui régit cet atelier, et puis finalement le format aussi en fait. Alors, je vais peut-être commencer par expliquer rapidement la vision. En fait, la vision de la fresque du climat, qui est donc à l'origine un atelier qui a été créé par Cédric Ringenbach, qui est français, qui est le fondateur de l'ASSO, qui a aussi du coup, en fait, Cédric a créé l'atelier, il a vu le succès qu'il avait dans son cercle d'influence, et il a décidé de monter une ONG en 2018 ou 19, je ne sais plus, 2019 je crois, pour développer l'atelier hors de ses cercles d'influence. Effectivement, ça a cartonné, comme tu le disais, on a franchi 1,2 million cette semaine, je crois que c'était lundi, mardi. Donc bravo à nous et bravo à tout le monde, parce que je sais, Raphaël, que tu es aussi fresqueur, et c'est super de pouvoir en parler. Moins expérimenté que toi, mais Oui, on commence tous à un moment, t'inquiète. Mais côté vision, en fait, c'est vraiment cette vision vraiment intéressante du fait que le changement viendra par finalement la responsabilisation des uns et des autres, et cette responsabilisation commence finalement par la compréhension de ce dont on parle. Derrière sustainability, il y a des millions de conceptions et des millions de termes un peu. D'ailleurs, sustainability est un terme relativement vague et un peu fourre-tout. Et cet atelier a vraiment la force de mettre un peu tout le monde au même niveau sur la compréhension des enjeux, des causes et des conséquences du dérèglement climatique. Et ça, c'est très fort quand même, parce que pour être consultant en sustainability depuis déjà 3-4 ans, la première chose en fait, c'est d'être capable de savoir de quoi on parle. Et comme dirait Jean-Marc Jancovici, qui est une des personnes qui est quand même assez influente sur le sujet, et qui a fait la fresque d'ailleurs, et qui la recommande, mais c'est lié de se dire que si on n'est pas capable de poser un problème de la bonne façon, on n'est pas capable d'apporter les réponses qui vont être pertinentes derrière, et c'est tout à fait vrai. Et je trouve que la fresque est un formidable outil pour
pour aider à cerner ces sujets. La deuxième très grande force de l'atelier, finalement, c'est la gouvernance. Donc, c'est une gouvernance qu'on appelle SWARM. Ça veut dire donc essaim en français. En fait, on est tous responsabilisés pour faire à peu près ce qu'on veut sur la fresque du moment qu'on répond à l'impératif de former le plus en plus de personnes. Et je trouve ça extrêmement intéressant de la part de Cédric et des gens et des membres de l'asso de faire un tel saut de la foi, enfin un tel saut dans l'inconnu, de donner la responsabilité à tout le monde, aussi bien que tu aies fait 300 fresques, 200 fresques, que tu en aies fait une ou deux. Et je trouve ça vraiment incroyable en fait. Et je pense que ça vient avec certaines dérives, mais là, je pense que sans cet état d'esprit, sans cette gouvernance originelle, on n'aurait pas réussi à former autant de personnes aussi rapidement. Donc vraiment, c'est très fort, je trouve. Et puis, la dernière. Il faut dire qu'il y a 50 000 facilitateurs. Donc, les facilitateurs, ouais, c'est les gens qui peuvent délivrer des fresques, délivrer l'atelier. Ouais. 50 000 facilitateurs formés, quoi. Ce qui est déjà quelque chose c'est un chiffre aussi assez impressionnant, ouais, avec presque un effet pyramidal dans le bon sens du terme, quoi. C'est ouais, une ONG, mais voilà, ça essaime aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est une sorte de pyramide de Ponzi dans le sens positif, exactement. Alors effectivement, en fait, peut-être une petite digression. Originellement, l'objectif de l'asso, de l'ONG de la fresque du climat, c'était d'avoir 1 million de participants. Et on a franchi ce cap symbolique, mais hautement important en avril cette année. Et le nouvel objectif de l'asso, c'est d'arriver à 1 million de facilitateurs. Alors, ça va nous, comme je l'ai dit en anglais, it's gonna get us busy for a few years. Hein. Je pense on a de quoi voir venir et ça va nous garder occupés. Mais c'est d'ailleurs intéressant de voir le petit changement de gouvernance et de réflexion sur l'atelier, parce que avoir 1 million de participants versus 1 million de facilitateurs ou de facilitatrices, c'est pas tout à fait le même exercice. Enfin, c'est un sacré objectif, ouais. Et pour la petite histoire, en fait, on peut se demander comment est-ce qu'on arrive à encore connaître le chiffre de 1 million ou 1,2 million de participants. Et en fait, ils ont fait appel à un atelier de sondage, en fait. Je crois que c'est Kantar, pour pas les nommer, vu qu'ils ont fait ça gratuitement, donc on peut les saluer, qui ont fait un sondage en France. Et vu que le chiffre est significatif, enfin, c'est suffisant qu'on arrive à, je sais pas s'ils étaient à 500 000 ou 1 million à l'époque, le sondage a permis, voilà, de confirmer exactement le nombre de personnes qui ont été fresquées, on dit, en France. Ouais. Alors effectivement, être dans la fresque du climat, il y a un petit jargon des fresqueurs, des fresqués, etc. Mais c'est, en fait, et enfin, on en parlera, je pense, de l'aspect communautaire. L'aspect communautaire est très fort et c'est pas galvaudé pour être relativement investi dans l'asso, en particulier en Asie. Il y a vraiment une espèce de sentiment d'appartenance et de se dire qu'on appartient tous à quelque chose qui est un peu plus grand que nous, et c'est hyper valorisant. Et on est sur un problème qui est tellement tentaculaire, tellement complexe, que de se dire qu'on n'est pas tout seul à le gérer, ça donne évidemment énormément de force et énormément de volonté d'avancer. Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc que j'aimerais souligner avant qu'on avance trop dans le podcast, c'est peut-être juste l'urgence climatique. Ouais. Voilà, ça nous semble évident quand tu vis là-dedans, quand tu t'intéresses au sujet, que tu lis les news, c'est totalement dément. Enfin, les records de température mondiaux ont été encore franchis il y a quelques jours. Là, on a El Niño qui se rajoute au changement climatique. Il y a eu des mesures de la température à la surface de l'océan, où on dit en anglais, il disait on sort du graphique, quoi, la ligne de la température est off the chart, il disait. Enfin, j'en cite juste un ou deux comme ça, c'est totalement dément. Donc peut-être que passons une minute à expliquer ce qui se passe au niveau du climat pour les gens qui auraient pu encore échapper, mais voilà, il y a encore du travail. Pour ceux qui ont été dans le coma depuis 2017, c'est ça. En fait, c'est tellement bon. Alors on va essayer de simplifier très rapidement. Effectivement, on est en fait confronté à plusieurs problèmes liés au dérèglement climatique. Alors peut-être première chose, un petit point de vocabulaire, on ne parle plus de réchauffement climatique, mais bien de dérèglement climatique. J'ai 32 ans. Quand j'étais enfant à l'école, au primaire, on apprenait en fait le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique n'est qu'un des symptômes d'un mal en fait un petit peu plus complexe, un petit peu plus global, qui est le dérèglement climatique. Donc rien que le changement de verbatim est très important, parce que ça nous permet de réaliser que les problèmes ne sont pas uniquement que sur le réchauffement de l'atmosphère, mais sur finalement ce qu'on peut aussi appeler tout simplement le réchauffement de l'océan, bien évidemment, l'augmentation du niveau de la mer, la fonte des glaces, etc., etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué que juste le réchauffement climatique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur effectivement une tangente qui n'est pas tout à fait encourageante.
On vit dans un monde où finalement les objectifs d'ambition, de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause principale du dérèglement climatique, ces pledges, hein, ces objectifs sont hyper élevés, mais on n'arrive toujours pas à enclencher la descente, on va dire, absolue des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2. La tangente n'est pas hyper optimiste, ça n'annonce pas grand-chose de très positif à court terme. Je pense que c'est important de rester positif quand même, et on pourra peut-être en parler à la fin de ce podcast. Mais effectivement, on arrive à un moment où tout s'accélère parce qu'il y a une inertie du système climatique qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on a fait les 50 dernières années, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Et ça permet aussi de se projeter sur l'avenir et de se dire que forcément, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les petits-enfants qu'on a pas encore, qui paieront la note en fait. Et c'est très très intéressant de discuter de ces sujets un peu de solidarité transgénérationnelle, de se dire que... Bon, alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais c'est super intéressant et ça ouvre des portes extrêmement importantes. Et la dernière chose que je pense qui est très intéressante à souligner, c'est le fait qu'on arrive à un moment un peu charnière et peut-être, qui va être vraiment hyper important pour la suite, c'est de se dire qu'on arrive à un moment où on est confronté à deux choses: la nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle mitigation, donc l'atténuation en français, être capable de diminuer nos émissions, et aussi dans le même temps, être capable de s'adapter davantage à ce qui va nous arriver. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, tout simplement, et d'être capable, en fait, d'allouer les allocations, les ressources et les pistes de réflexion de façon presque smart entre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier, comment on fait ça ensemble, parce qu'à un moment donné, on a démarré une machine qui va pas s'arrêter demain et on va payer un peu des pots cassés. Et l'adaptation, c'est un peu se dire, très bien, on va essayer de diminuer les pots qui vont être cassés, mais on aura quand même un peu quelques-uns à réparer et à reconstruire. Et être capable finalement de cumuler ces deux impératifs avec des tendances de plus en plus accélérées, c'est un peu le défi du century, hein, c'est le défi du siècle. D'accord. Donc, pour résumer, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Mais depuis la révolution industrielle, voilà, on en a mis, et surtout ces dernières dizaines d'années, on en a déjà mis beaucoup dans l'atmosphère. Donc la machine est lancée et il faut s'adapter de toute façon parce qu'il est déjà entre guillemets en partie trop tard. Et donc par exemple un exemple concret, je crois, voilà, les forêts vont brûler de plus en plus. Ça c'est factuel. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les feux de forêt, quoi? Ça c'est un exemple d'adaptation si je me trompe. Ouais, exactement. C'est comment on fait pour reforester ou pour préserver pour finalement créer des forêts qui sont plus résilientes aux aléas climatiques. Quand on parle d'adaptation, on parle d'aléas et d'ailleurs on sous-entend une idée de normalité, concept qu'on peut même interroger. Est-ce qu'on n'est pas dans un new normal, dans une nouvelle normalité? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de drifter, de dériver beaucoup trop loin Bref, encore une fois, ça peut être un petit peu anxiogène de réfléchir à ces sujets-là, mais d'être capable, et encore une fois, on revient sur la fresque, d'être capable en fait de scoper tout ça, de récapituler ces sujets, c'est super important. Parce que ça permet aux gens, on peut pas s'attendre à ce que les gens prennent des bonnes décisions, que ce soit sur l'atténuation ou sur l'adaptation, s'ils savent pas de quoi ils parlent. Et on vit quand même, je viens du milieu de la startup, je vais peut-être être un peu méchant avec certains camarades ou avec le passé pas traumatisant, mais passé difficile que j'ai eu avec l'environnement startup. L'environnement startup est assez intéressant parce qu'on a l'impression que certaines personnes manipulent des concepts qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et on travaille beaucoup avec les entreprises sur la fresque, on y reviendra, je pense. Mais je suis souvent étonné, pour pas dire quelque chose de pire, du niveau de compréhension des enjeux. Parler d'ESG, parler de sustainability, c'est déjà comprendre quels sont les problèmes à résoudre et quelles en sont les conséquences. C'est pas uniquement faire des rapports de carbon emissions ou des ce qu'on appelle des émissions, les rapports d'émissions de CO2. C'est déjà comprendre en fait de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va devoir gérer finalement. Et c'est pas toujours bien compris, hein. Hélas. Non, je comprends bien. Revenons à la fresque. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une fresque? Ça sert à quoi concrètement? Comment se passe l'atelier? Décris-nous un peu ça. Même les cartes, hein, c'est basé sur des cartes, on l'a pas encore dit. Soyons concrets. Exactement. Alors, la fresque, on peut résumer finalement la fresque en disant qu'elle se structure autour de 3 H, donc en anglais, head, heart and hands. Du coup, la tête, le cœur et les mains. C'est un atelier qui dure 3 heures donc, et qui finalement accompagne la tête, le cœur et les mains, au sens où la première partie, une grosse moitié de l'atelier est dédiée à la compréhension du sujet. Donc effectivement, comme tu dis Raphaël, on joue avec des cartes
qui rend d'ailleurs le sujet relativement tangible. Hein. C'est une des raisons une des forces du format. On joue avec des cartes et chaque carte est en fait associée à une composante ou une thématique du dérèglement climatique. Et l'objectif de cette première partie, de la tête, donc de comprendre des sujets, d'apprendre, c'est finalement de lier les cartes les unes aux autres par lien de causalité. Qu'est-ce qui va mener à quoi ? Par exemple, si on a des cyclones, d'où viennent les cyclones, d'où vient l'élévation du niveau de la mer, etc. Donc, cette première partie est vraiment dédiée à comprendre de quoi on parle, de façon à avoir à la fin un panorama global du dérèglement climatique en termes de lien de cause et conséquences. D'accord. Donc, on n'est pas, d'ailleurs, c'est important peut-être d'en mentionner, les participants ne deviennent pas des experts du dérèglement climatique. D'ailleurs, les fresqueurs et les fresqueuses ne sont pas des experts du dérèglement climatique, on est juste des messagers. Mais ça permet quand même d'avoir un peu la big picture, le panorama général de ce qui se passe. Donc ça, c'est la première partie, la partie tête. Il y a une deuxième partie qui suit ce moment-là, qui sert en fait de tampon avec la dernière partie, qui est une partie où on va plutôt laisser les gens s'exprimer et faire appel à leur créativité. C'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué à absorber, le dérèglement climatique. Donc en fait, on a une espèce de période tampon d'environ 20 à 30 minutes où on laisse les participants et les participantes la capacité, la possibilité de s'exprimer, de partager ce qu'ils ressentent et aussi de finalement de se positionner par rapport à ce sujet-là et d'enclencher des discussions avec toujours en fond je dirais en mindset principal de l'atelier, de respecter la vie des uns et des autres et surtout de laisser la parole et la voix au chapitre à tout le monde. On n'est pas dans un aspect de jugement, on est vraiment dans un aspect de partage. Et ça peut être un petit peu galvaudé ou les gens peuvent dire « Oh, c'est encore un truc un peu bizarre ». Non, enfin, c'est très important de laisser tout le monde et de mettre tout le monde au même niveau. En particulier, on en reviendra sur le niveau de l'entreprise. Et du coup, une fois qu'on a fait ces head and heart, donc la tête et le cœur, eh ben, en fait, on a plein d'énergie, on est super positif pour commencer à parler des solutions, les hands. Okay, donc, c'est vraiment commencer à se dire de quel type d'action on peut mettre en place de façon individuelle, collective, au niveau de l'entreprise. Là, c'est une partie où on peut un peu adapter à l'audience, c'est-à-dire qu'en fonction des gens qu'on va avoir dans l'atelier, on peut parler davantage de l'entreprise dans laquelle on est, de l'ONG avec laquelle on est, ou alors, quand on fait des ateliers davantage plus publics, on parle tout simplement de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ou citoyenne. Et en tout ça, en 3 heures, on est capable de se dire que on peut faire des choses. Et c'est très important, l'objectif de l'atelier, c'est d'être capable d'acquérir quelques compétences, quelques connaissances, mais surtout de comprendre qu'on peut tous changer les choses. Et que c'est pas par l'action individuelle, c'est par l'action individuelle et surtout collective. Et l'objectif, c'est vraiment de donner une impulsion, en fait, aux gens, de donner une sorte de bourrasque de vent dans le dos pour que les gens se sentent un peu emportés par le sujet et de façon positive. C'est très important, ça. Non, tout à fait, ouais. Donc, pour résumer, donc on commence par comprendre le changement climatique, mais après, le but final, c'est de prendre des actions. Comme tu le dis, que ce soit au niveau individuel ou voire même d'une entreprise, quand c'est fait dans ce cadre-là. Sur la première partie, juste pour revenir, voilà, sur le jeu de cartes, je trouve que c'est quand même une manière hyper intéressante de comprendre le changement climatique. C'est basé donc sur les rapports du GIEC, on dit en français, ouais. IPCC en anglais. Et c'est quand même un super résumé des rapports du GIEC. C'est vrai qu'une fois quand on fait l'atelier, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Il faut plus le voir comme une entrée en matière. Mais quand on devient facilitateur, on est obligé de travailler beaucoup le truc, et on se rend compte que donc ces cartes représentent tout le côté systémique du changement climatique d'une manière hyper intelligente, et que ça devient une sorte de framework qu'on a en tête, et qu'à chaque fois qu'on entend aux nouvelles, il y a eu une vague de chaleur à tel endroit. Comme tout est basé sur les causes et conséquences, on a dit, donc les cartes, à chaque fois on essaie de les placer de manière logique, de recréer le système. Et donc on sait la cause et la conséquence de la vague de la chaleur. Et pareil pour on va parler des énergies fossiles, de la création du CO2, donc de ces différents événements climatiques extrêmes, et des conséquences sur l'humanité qui sont un peu négatives, hein, comme tu l'as dit, il y a une partie un peu de débrief émotionnel, etc., parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, mais qui est pas forcément très marrant. Donc non, je voulais juste te donner plus de détails. Ouais. Et peut-être, tu l'as dit, donc le côté entreprise, qui est quand même un aspect intéressant, quoi. Il y a à la fois des ateliers gratuits ouverts au public, c'est ça, et à la fois une activité qui peut se faire en entreprise ou en ONG. Décris-nous peut-être un peu comment tout ça fonctionne. Juste avant de revenir là-dessus, Raphaël, une petite chose, effectivement, pour parler du GIEC, effectivement, c'est un oubli notable de ma part.
La force de l'atelier, c'est d'être capable de synthétiser les rapports du GIEC, qui sont des rapports de plusieurs milliers de pages, qui sont très indigestes, très intéressants, mais très indigestes, et pas nécessairement d'ailleurs pour le public, enfin pour la grande audience, pour le grand public, on va dire. Et cet atelier est très fort parce qu'il est capable de synthétiser en 3 heures beaucoup de contenu très technique et très scientifique en quelque chose d'assez fun et de collaboratif. La vision de l'atelier, c'est d'être capable de faire émerger un peu la maïotique de Socrate, de faire émerger la connaissance par l'intérieur, de poser des questions jusqu'à ce que les gens comprennent en fait de quoi on parle. On n'est pas du tout sur un format descendant, top-down, hein. On est vraiment sur un format très horizontal, très aplani, pour que tout le monde ait sa place et que tout le monde comprenne ensemble de quoi il retourne. Voilà, donc effectivement, merci du petit reminder dessus. Et t'as raison aussi sur le côté fun, c'est presque un peu un team building quand tu le fais en entreprise, ouais. Donc il y a aussi ça qu'il faut souligner, quoi. Ouais. Exactement. Alors côté entreprise, alors c'est un atelier qui marche très très bien en entreprise parce qu'il permet, en fait, il est extrêmement plastique. C'est-à-dire que c'est un atelier qu'on peut adapter à beaucoup de contextes. Ça peut être un atelier, par exemple, je citerai pas les noms des entreprises, mais on travaille avec des programmes avec des entreprises où on va, par exemple, faire une fresque pour démarrer un projet de sustainability. Donc c'est un peu, on arrive un peu au tout début de la partie fresque, de la partie roadmap sustainability d'une entreprise pour lancer quelque chose. Donc c'est vraiment le level 1, enfin le level 0, je sais pas, mais c'est vraiment le tout début de la roadmap. On peut aussi intervenir dans des phases un petit peu plus matures où les entreprises savent plus ou moins où elles veulent aller, elles ont déjà leur target, leur KPI, mais elles savent pas trop comment y aller. Et c'est un atelier qui peut être très sympa aussi parce qu'on peut, dans la partie solution à la fin de l'atelier, être un petit peu plus, aligner finalement les solutions, les actions dont on peut parler avec les stratégies, avec la stratégie dans l'entreprise dans laquelle on est. Est-ce que tu trouves pas justement que parfois il y a des entreprises, notamment il y a pas de grosses entreprises qui déploient la fresque à l'international, et parfois les employés comprennent pas trop pourquoi j'ai plus le droit de prendre l'avion comme avant, pourquoi on va utiliser une matière première plus chère, etc. Et est-ce que tu penses pas que l'atelier a un rôle à jouer aussi pour la compréhension de toutes ces politiques ESG, CSR et compagnie? Oui. Alors surtout en Asie en fait, parce que bon, je veux pas être désagréable et je sais que beaucoup de Français et de Françaises écoutent ce podcast parce que on parle en français. En fait, il faut juste prendre faire un petit pas de côté et comprendre qu'en France, on est un pays qui est très au courant de tous ces sujets-là. Et je pense d'ailleurs que la fresque a beaucoup contribué à la popularisation, à la vulgarisation de ces sujets. En France, on a un background scientifique qui, même si on n'est pas d'accord toujours et qu'on n'est jamais trop content en tant que Français et Françaises, on a un bon background scientifique et on sait un peu de quoi on parle. C'est un sujet en plus qui nous intéresse. En Asie, qui est l'endroit dans lequel j'opère à 99%, on n'a pas ça. Enfin, très franchement, il y a des fois, quand je fais des ateliers en entreprise avec des citoyens, on parle de CO2, les gens sont déjà commencent à être un peu perdus. Vraiment, hein, j'exagère pas du tout. Hein, on est vraiment sur beaucoup moins de compétences, donc il faut être capable effectivement de prendre en compte le fait que la réalité qu'il y a en France n'est pas la réalité dans la majorité des pays en Asie. Et que reprendre les concepts clés, les concepts de base, ouais, c'est important, ouais. Et encore une fois, c'est pas dans une espèce de dimension un peu top-down, descendante, un peu pas agréable. C'est vraiment de se dire que de faire comprendre aux gens que c'est important de le savoir. Et tu disais en entreprise, les gens ils savent pas trop pourquoi prendre l'avion c'est pas bon, etc. C'est assez rigolo parce qu'effectivement, quand on parle de dérèglement climatique, de sustainability, il faut parler d'ordre de magnitude, hein, d'amplitude, enfin d'être capable de dire quelles sont les actions qu'il faut commencer. Et autant sur l'individuel ça existe, c'est des trucs pas très rigolos parfois, hein, pas prendre l'avion, arrêter de manger de la viande rouge, etc. Mais même au niveau des entreprises, il y a des trucs c'est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut attaquer en priorité, qui vont pas nécessairement faire plaisir, mais il faut en fait regarder le problème en face. C'est ça le truc. Faut en être conscient. Et une fois qu'on est conscient du problème, on peut peut-être être davantage capable de changer. D'accord. Et donc les changements, enfin donc l'atelier, donc à la fin, il canalise les gens vers une prise de décision individuelle au niveau de l'entreprise, voire même plus large, qu'ils aillent s'engager dans des associations, qui deviennent eux-mêmes membres de la fresque pour essayer de diffuser le message auprès de leurs amis, de leur famille, etc. Comment tu vois ça dans ton expérience? Est-ce que c'est efficace? Ça débouche vers quel type d'action? Comment est-ce que il serait possible peut-être même de faire encore mieux, quoi? Ouais. Bah, on peut toujours faire mieux. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est excitant d'ailleurs parce que
quand tu as fait un certain nombre de fresques, il faut être un peu capable de se challenger et de proposer des choses toujours plus intéressantes à tes participants. T'en as fait combien, toi? Alors, je dois être à 200 et quelques, donc Ah j'en ai ouais, quand même quand pas même. mal, ouais. Alors, j'en fais un petit peu moins maintenant. Je fais davantage des formations parce que on est plus en Asie, on a plus besoin de facilitateurs que de participants. Maintenant, on peut déléguer. Alors, c'est ça, on revient sur la gouvernance, mais on délègue beaucoup dans la fresque du climat. Et aujourd'hui, peut-être pour prendre l'exemple de Singapour, on a entre 4 et 8 ateliers publics par mois. Ça dépend un peu des moments. Bon, par exemple, en août, on n'aura pas beaucoup, mais en septembre, on aura un certain nombre. Et ces ateliers publics ouverts aux citoyens et citoyennes de Singapour, moi, par exemple, je les fais plus vraiment parce que j'ai ma valeur ajoutée est plutôt sur d'autres aspects, côté partnership, côté formation, etc. Mais c'est ça Non, mais qui est vous avez atteint un niveau de maturité qui est pas mal quand même pour l'Asie, parce que ouais, c'est pas comme ça partout, hein. À Taïwan, ça avance pas mal, mais le côté atelier public, il y en a, mais ça reste. Enfin, on peut pas comparer à ce que vous faites à Singapour. À Hong Kong, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de. Moi, j'habitais à Hong Kong auparavant. J'ai l'impression que Hong Kong est un peu à la traîne par rapport à Singapour. Alors pourquoi? Je sais pas si c'est des éléments de réponse. On m'a dit que même la conscience des gens à Singapour en général sur le sujet est plus avancée. Donc c'est peut-être alors, ma prochaine question. Et même si tu as d'autres informations sur le reste de l'Asie, ouais, ouais. ça m'intéresse aussi. En fait, ce qui est très compliqué sur la fresque du climat, c'est que mettre en place lancer le projet, former des gens, trouver des partenaires fiables qui peuvent t'héberger gratuitement. Parce que, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour faire une fresque, il faut quand même un espace. On peut pas le faire un peu n'importe où. On peut pas le faire par terre, quoi. Il faut des tables, il faut être dans une salle, etc. Bah, rien que trouver tout ça, ça demande une énergie faramineuse et les gens ont tendance à oublier. C'est pas en se disant, tiens, je vais lancer la fresque dans ce pays que ça peut démarrer. Ça demande une énergie vraiment importante. Et, Et rameuter les gens, parce que j'ai envie de te dire, de trouver une salle, ça peut encore se faire, ouais, mais la difficulté souvent, c'est comme dans tout business entre guillemets, etc., où c'est le trafic, quoi. Comment faire passer le message, ouais, ramener des gens, même gratuitement, hein, je veux dire, mais ça reste un travail, quoi. bah ouais, parce qu'en plus, les majorités des ateliers publics sont des ateliers en after work, donc c'est de 6h30 à 9h30, le lundi et le mardi, donc ouais, il y a des gens, ils disent, oh, bah non, moi, enfin, et c'est pour ça qu'il faut il faut être capable, je pense, pour vraiment créer quelque chose. En fait, il faut vendre une vision parce que faut être capable de donner aux gens. Enfin, ce qui est important, c'est pas tant les participants et les participantes, c'est d'être capable d'avoir des personnes qui sont formées pour le faire. Et une fois qu'une personne elle est formée, elle est capable de s'engager pour l'association. Alors, il y a des gens qui vont s'engager à niveau divers. Hein. Évidemment, on n'est pas à Singapour, par exemple, on a 230 facilitateurs. Soyons très clairs, on n'a pas 230 personnes qui sont là à tous les ateliers ou qui sont pleines balles, clairement. Ce qui est le jeu d'ailleurs de toutes les communautés. Par contre, c'est d'être capable de créer un noyau qui va être capable d'impulser l'énergie et sur lequel on est capable de déléguer parce que, encore une fois, si on veut atteindre 1 million de facilitateurs et de facilitatrices dans le monde, il va falloir à un moment donné que ce soit pas sur une seule ou deux personnes, quoi. Et c'est beaucoup de travail d'emporter les gens. Ça demande une énergie vraiment importante de se dire, d'être capable d'être consistant dans l'effort, de pas annuler tous les ateliers, enfin, parce que ça arrive beaucoup dans certains pays. Alors d'autres pays qui bougent bien, il y a l'Indonésie, la Malaisie qui sont qui sont un peu juniors sur la fresque, mais il y a une vraie volonté de développer. Et on est sur 2 pays très importants, je pense, sur la bataille contre le dérèglement climatique. Il y a l'Inde qui est l'Inde c'est un tel pays que tout est un peu comme la Chine, tout est un petit peu surdimensionné. Mais l'Inde, je pense qu'il y aura beaucoup d'ateliers dans le futur, ça va être un très gros noyau. Et puis après, bah ouais, vous avez Taïwan qui bouge bien, il y a Hong Kong qui est relativement mature sur lui. Le Japon aussi, hein, c'est une petite communauté, mais c'est une communauté assez active. Ils ont eu un super événement Ouais. corporate. Alors, je sais pas si on peut citer le nom de l'entreprise, mais il y a une grosse entreprise française, un peu dont le business est un petit peu lié à la sustainability, Ouais. qui a organisé la semaine dernière une fresque avec 300 personnes. Ils ont invité leur top management de toute l'Asie à Tokyo. Et ils ont fait une fresque géante. Donc voilà, la fresque peut scaler, peut être faite comme ça. On fait plein de tables avec plein de facilitateurs qui font des petits groupes. Quelqu'un au micro qui peut éventuellement faire une partie. Voilà, il y a une partie de la présentation qui peut être commune. Cette entreprise, elle a même customisé les cartes
pour que ça s'intègre mieux à son business. Ils apportent des solutions. Dans la fresque, il n'y a pas de solution à la base parce que voilà, c'est une ONG, c'est apolitique. Mais eux, en tant qu'entreprise, ils se sont dit, on apporte des solutions sur différents sujets qui concernent la fresque. Donc voilà, on va intégrer ça à notre business. Et bon, j'ai pas vu le truc, mais sur le concept, je trouve ça plutôt intéressant de s'approprier la fresque. Et pareil, autre question enfin, j'enchaîne sur une question. Dis-moi si tu as des commentaires là-dessus. Mais est-ce que la fresque doit pas être aussi adaptée à l'Asie? Parce que ça reste un atelier français et voilà, les mentalités sont différentes, etc. Est-ce que... Ouais, excuse-moi, j'enchaîne directement sur une autre question, dis-moi, enfin, je te laisse te débrouiller avec ce paquet, mais faut-il aussi adapter la fresque? Ouais, mais je pense qu'en fait, il faut l'adapter. Il faut l'adapter, j'ai envie de dire, en fonction de l'endroit, mais aussi en fonction de l'audience, ce qui répond un peu à la question précédente sur les entreprises. On est sur un problème qui est tellement compliqué que si on n'est pas capable de faire comprendre que le problème il va intervenir aussi là où on est. Exemple, et je donne un exemple un peu caricatural. Si on est à Singapour et qu'on veut expliquer un peu quelles vont être les conséquences du dérèglement climatique, ça sert à rien de parler des feux de forêt au Canada ou en Australie. Ça sert à rien. Enfin, hormis si les personnes elles ont de la famille dans ces pays-là, pour être vulgaire, ça va t'en toucher une, quand t'en toucher une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Non, mais c'est super important en fait d'être capable de comprendre de faire comprendre aux participants et aux participantes que tout le monde est vulnérable, en particulier dans des pays comme Singapour, où on est dans notre tour d'ivoire ici, où tout se passe bien, il y a de l'argent, les gens sont heureux, on a un super niveau de vie, etc. Mais non, mais ça va nous arriver en pleine poire, quoi. Et il faut être vraiment capable de faire comprendre ça aux participants. C'est la mission numéro 1 d'un atelier, surtout en Asie, je trouve, de faire comprendre que c'est pas un truc, entre guillemets, c'est pas un truc d'européen ou un truc d'américain, c'est un truc qui va nous toucher tous, c'est pas de bol. En Asie du Sud-Est, on est la zone du monde qui va le prendre le plus d'impact avec l'Afrique subsaharienne. Donc être capable de faire comprendre qu'on est vulnérable et que quand bien même on est riche, on peut pas tout payer avec l'argent, c'est une des missions les plus importantes qu'on fait quand on fait l'atelier. Et du coup, ça passe, que ce soit en entreprise ou en atelier citoyen, public, ça passe par la localisation, finalement, la focale sur l'endroit dans lequel on est. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on parle de sustainability au Japon ou à Singapour, on n'est pas du tout sur les mêmes abacs, sur la même conception du sujet. Du coup, c'est très intéressant d'être capable aussi, d'avoir des facilitateurs et des facilitatrices locales, parce que c'est via ces exemples vraiment spécifiques qu'on va être capable de faire comprendre aux gens. Ça va nous arriver à nous aussi. C'est l'enjeu, ouais, de convertir les locaux. Nous ici à Taïwan, je nous vois comme un petit élément déclencheur, sachant qu'en plus il faut délivrer les ateliers surtout en chinois ici. Ouais. Donc on est plusieurs à le faire, mais ça reste un challenge, même si t'es un étranger qui parle bien chinois. Faire une présentation publique en chinois, ça reste challenging. Ouais. Et je pense qu'on est juste l'élément déclencheur qui va faire que former des locaux qui après vont venir évangéliser. Enfin, c'est vraiment ça la dynamique, je pense. Ouais, et tu disais que c'est difficile de rameuter du monde. Ce qui est clé, et je pense que c'est le moment un peu clutch, finalement, un peu charnière du développement de l'asso, c'est d'être capable de se maquer avec des partenaires. En fait, je pense que l'objectif, c'est d'essayer de créer un momentum pour donner envie à certaines assos, à certaines ONG, à certaines communautés de rejoindre le train en cours de route. Tu vois, nous, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup. En fait, la majorité de mon travail aujourd'hui, c'est de trouver des partenariats à long terme avec des organisations, évidemment, gouvernementales à Singapour qui vont nous trouver des participants, en fait. Comme ça, on n'a plus besoin de trouver les participants et on a quelqu'un qui va trouver les participants pour nous. C'est ça le point difficile à créer. Donc là, par exemple, je peux les citer, c'est une ONG, on est en train de lancer un atelier assez sympa avec le Centre de la philanthropie et du volontariat à Singapour, qui est vraiment un partenaire important pour nous parce qu'on est dans un pays à Singapour où c'est très régi par le corporate ici. Et il y a très peu de porosité entre le milieu associatif et le milieu entreprise, qui est un peu plus naturel en Europe et en France en particulier. Ici, ça l'est pas du tout. Et j'ai tendance à penser que les entreprises, y compris les grandes entreprises, ont beaucoup à apprendre des structures et des gouvernances ONG, en termes d'agilité, en termes de mindset, etc., en termes d'engagement de leur communauté. Et c'est super excitant parce que, encore une fois, la fresque, on en parlait avant de préparer, je crois, mais la fresque, c'est uniquement c'est une excuse pour délivrer de l'impact, pour rencontrer des gens incroyables et pour créer des trucs ensemble. Et c'est juste des cartes, et je trouve que ce qu'on est capable de faire avec juste des cartes, c'est juste magique, quoi.
C'est incroyable. C'est ton enthousiasme est bon. On va peut-être ouvrir un peu parce qu'on a commencé sur un teaser sur voilà, il y a pas que la fresque en fait, il y a tout un univers, surtout en France, que le dynamisme de toutes ces choses-là en France est assez extraordinaire. Je pense que la France a un rôle à jouer sur ce qui est en train de se passer, sur voilà cette prise de conscience du changement climatique et les actions qui sont en train d'être prises. Les gens, souvent, quand ils ont fait la fresque, ils ont envie de te demander s'ils sont enthousiastes aussi. C'est quoi la next step? Par exemple, une entreprise, est-ce que vous avez d'autres choses? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, il y a plusieurs fresques, il y a d'autres types d'ateliers. Donc, peut-être essayer de nous faire un petit panorama de ça. Et qu'est-ce que vous avez déjà disponible à Singapour et peut-être bientôt à Taïwan et ailleurs, j'espère. Mais oui, c'était à espérer. Et j'en suis sûr. Et d'ailleurs, en Asie, on essaie d'avoir un vrai. Enfin, je pense que tu l'as vu, toi, Raphaël, parce que t'es engagé dans les événements régionaux de la fresque. Mais on essaie vraiment de se construire un aspect régional de la fresque, finalement une espèce de practice un peu régionale, parce qu'on sait qu'on est quand même confronté au même problème de manque de compréhension et d'appétit quand même en général de ces sujets-là. Et je trouve que c'est important d'être capable de serrer les coudes et de partager les bonnes idées, parce que c'est assez facile de venir de France et de dire mais c'est pas normal, vous avez fait que je sais pas 3000 4000 personnes en Asie. Mais attendez, on n'est pas du tout au même niveau de maturité. Donc c'est voilà, être capable d'être tous ensemble et de se dire qu'on va y arriver tous ensemble en Asie, c'est fort, et c'est encore une fois c'est beau, on a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, et ça a tendance à nous porter vers les cieux, quoi. Alors sur les autres ateliers, on en a effectivement pas mal. Alors là, effectivement, la majorité de ces ateliers viennent de la France. La fresque du climat est un atelier français, et ça a inspiré tout un tas de personnes qui ont vu dans la fresque un format hyper inspirant, de se dire bah tiens, moi je suis pas expert sur le numérique, sur l'océan, sur l'économie circulaire, et si on faisait une fresque une fresque de l'économie circulaire, une fresque de l'océan, et ça c'est génial parce que sans l'idée de la gouvernance initiale de se dire tout le monde fait un peu, voilà, on est tous entitled, on peut tous faire quelque chose et contribuer à la fresque, que ce soit après notre première ou notre 100e fresque. Ça a permis aussi l'émergence d'autres ateliers comme ça. Alors, pour en citer quelques-uns qui sont un peu matures et qui sont vraiment intéressants, il y a l'atelier bien évidemment de la biodiversité, donc la fresque de la biodiversité, qui est un atelier fabuleux, très poétique, parce que on va sur des sujets qui sont davantage ancrés encore plus ancrés dans le local. Et qui va en fait adresser le sujet de la biodiversité, qui est, alors à mon humble avis, un problème qui va nous taper dessus bien plus tôt en fait que le CO2, je pense. Donc là, on peut commencer à citer quelques. Il y a la loi de la restauration de la nature qui est passée au Parlement européen hier, donc excellente nouvelle. Mais on fait une petite parenthèse. C'est ouais, on a en Europe en fait, suite aux activités économiques, en particulier sur l'agriculture. Alors attention, je suis pas anti-agriculteur, bien au contraire. Je pense juste qu'ils sont soumis à des injonctions contradictoires et c'est juste très difficile pour eux de se retrouver et comment faire leur activité. Mais en fait, les activités humaines ont détruit une grande partie de la biodiversité. Donc on a 97% par exemple des grands mammifères marins, enfin des grands poissons qui ont disparu depuis les années 70. On a par exemple 60% des sols en Europe qui sont soumis à des contraintes drastiques, enfin à ce qu'on appelle de la soil erosion, donc de l'érosion des sols. On a 40% des oiseaux qui ont disparu en Europe depuis les années 60-70. Donc voilà, bon, c'est un effondrement du vivant et c'est ce qui pourrait amener à ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Bon, ça fait un peu peur, hein, mais c'est des sujets aussi qu'il faut être capable d'adresser. Et la biodiversité est quand même le parent pauvre du développement durable, de la sustainability, pas qu'en Asie, un peu partout. Pour une simple et bonne raison, les entreprises sont pas capables aujourd'hui de calculer leur impact sur la biodiversité. Et si les entreprises ne savent pas où et comment elles doivent y aller, ça va être un petit peu difficile pour elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conventions sur tout ce qui est carbon accounting, etc. Donc, bonne nouvelle. Hier, le Parlement européen a voté une loi pour protéger ces espaces, le sol et la nature. Et très franchement, c'est pas une énorme nouvelle. Je veux dire, c'est pas une excellente nouvelle en soi. Par contre, si la loi n'était pas passée, ça aurait été désastreux. Et en termes de message, ça aurait été épouvantable, je pense. Donc voilà, faut être content. Là, je pense que c'est vraiment une belle nouvelle, une grande victoire. Du coup, c'est un atelier très sympa. Tous ces ateliers, en fait, qui sont... Donc la fresque de la biodiversité, là, on était, c'est ça? Exactement, la fresque de la biodiversité est en fait une sorte de spin-off de la fresque du climat. Donc le concept avec des cartes, etc. Quoi. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes modalités, mais c'est le même mindset de respect des autres, d'ouverture d'esprit, de partage, d'horizontalité. On joue avec des cartes, etc. Donc, c'est super sympa. C'est un très joli atelier.
qu'on a commencé en Asie. Donc on fera des ateliers en ligne, je pense, à partir de septembre, mais c'est un peu plus difficile de se faire former. Mais c'est un atelier que je prends énormément de plaisir à faire parce que on voit des petites étoiles dans les yeux des enfants. Et les enfants, c'est un très joli atelier, je trouve. Parce que ça réenchante la vie, hein. Franchement, c'est être juste capable de s'émerveiller, de voir des petits oiseaux. Ça peut paraître complètement débile pour certains, mais je trouve que c'est très fort. Parce qu'on est uniquement capable d'aimer et de protéger ce qu'on connaît. Et c'est un des messages très forts de cet atelier et qui, je trouve, vraiment magnifique. Donc il y a celui-là qui est vraiment cool. Il y en a un autre que tu as évoqué. Je crois que tu es d'ailleurs membre des facilitateurs. Je sais plus. Non, en tout cas, tu l'as fait. C'est l'atelier d'automne. Ouais, l'atelier d'automne qui est très sympa, qui est un atelier qui vient plutôt après la fresque, je dirais, qui est ok, maintenant qu'on sait quel est le problème, comment on fait au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire nous-mêmes. Et pourquoi il s'appelle d'automne? En fait, c'est uniquement et tout simplement pour la raison que les accords de Paris ont fixé des objectifs de neutralité carbone en 2050 avec une ABAC très importante qui est l'ABAC de se dire que chaque citoyen dans le monde sera capable d'émettre 2 tonnes de CO2 par an pour préserver l'équilibre planétaire d'absorption du CO2. Et du coup, cet atelier est très marrant parce que c'est ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où j'en suis aujourd'hui? C'est très important ça. Où j'en suis aujourd'hui? Parce que je suis à 13 tonnes, 17 tonnes, 25 tonnes. Alors nous, en tant qu'expat, en général, on est assez haut parce que on voyage un peu. Et quand on rentre en France, déjà c'est 2 tonnes dans la vue. Justement, c'est une belle inception, un beau télescopage du sujet. Mais c'est à combien on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à 2 tonnes. Alors c'est très intéressant parce que ça fait partie des arbitrages et tout. Bon bref, c'est un atelier très cool, très orienté solution. Il y en a presque du numérique aussi, qu'on avait cité mais qu'on n'a pas développé. Ouais, alors il y en a un quatrième peut-être qu'il faudrait intéresser. Vas-y. C'est une sorte de triptyque, pas de triptyque, mais de losange un peu magique. Tu as la fresque du climat, la fresque de la biodiversité d'automne, qui sont très complémentaires. Et tu en as un quatrième qui est tout neuf, qui est génial, qui est très difficile à faciliter, je peux le dire, mais qui est super. C'est l'atelier de l'adaptation. On en parlait au tout début. Mm-hmm. On fait beaucoup d'efforts pour l'atténuation, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adaptation? Et je trouve que c'est un peu un losange, enfin une sorte de quadrature magique de ces 4 ateliers. Ça permet d'avoir un panorama vraiment intéressant et vraiment complet. Parce que les 3 premiers biodiversité, fresque du climat et d'automne vont se focaliser sur le CO2 et sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer la situation. D'automne l'adaptation, l'atelier de l'adaptation est un atelier davantage orienté sur on sait qu'il va y avoir des conséquences, comment on fait pour être plus résilient. Très bon atelier aussi. Et le dernier, effectivement, il y a d'autres spin-offs, d'autres dérivés de la fresque du climat qui sont plutôt orientés sur des industries ou sur des segments assez spécifiques. Et il y a effectivement un atelier qui est l'atelier de la fresque du numérique, qui est un atelier super cool sur l'impact socio-environnemental de la tech. Et on a tendance à parler de cloud, à parler de dématérialisation. C'est un atelier qui permet de recentrer un peu le débat. Tout à fait salutaire dans une région du monde où on fait souvent la technologie fait la part belle à la sobriété. Et c'est en fait mon expertise principale. En fait, je suis consultant à la base sur ces sujets-là et c'est un atelier qui est très très sympa, très orienté corporate. Je trouve il est extrêmement adapté aux thématiques entreprise parce qu'il est il se focus vraiment sur les actions, sur ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment un atelier top aussi. Le numérique, on parle beaucoup des avions, mais si je dis pas de bêtises, je crois que le numérique est en train de dépasser les avions au niveau mondial. Donc, alors effectivement, en termes d'émissions de CO2, j'ai. Ouais, alors la tech aujourd'hui, l'IT en général, ça représente aujourd'hui à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre et c'est 2 fois l'aviation pré-Covid. C'est déjà le cas. Ok, j'avais pas. L'aviation, c'est entre 2 et 3 à peu près. Donc tout le monde a accès à l'IT quasiment maintenant, alors que les avions, au final, ça concerne qu'une petite partie de la population mondiale, voire même française. Faut pas l'oublier. Ouais, non, c'est vraiment un atelier sympa qui permet de comprendre finalement que je caricature énormément, je spoil un peu pour ceux qui feraient l'atelier un jour, mais c'est pas les data centers les bad guys, c'est les terminaux et c'est les comportements, c'est les terminaux, c'est les end user devices qui sont véritablement la clé pour diminuer l'empreinte carbone du numérique. C'est vraiment la production, le manufacturing de ces équipements. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, on fait des ateliers en ligne assez régulièrement. Ouais. Il faut savoir que il y a des communautés locales, mais pour les gens qui n'ont pas forcément accès à ces communautés locales, regardez pour la fresque du climat, pour le numérique, il y a pas mal d'ateliers en ligne, voire même en France. On peut trouver aussi depuis l'Asie parfois des créneaux horaires qui correspondent à la France. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Ouais.
Ok, t'as d'autres sujets que tu voulais couvrir? Est-ce que Euh, c'est déjà pas mal, hein, je veux pas te... ouais, c'est déjà conséquent. On pourrait en parler des heures de tous ces sujets, mais Ouais, non, c'est passionnant, ouais, mais ouais, moi je pense qu'on a donné un bon aperçu. On pourra se faire un follow-up. De toute façon, c'est un ouais, sujet qui nous intéresse et on rediscutera de tout ça. Bon, bah, dans ce cas-là, je te propose de commencer à conclure. ouais. Et donc je vais te poser la question signature du podcast. Alors, à toi, je sais pas, est-ce que tu vas la rattacher à la sustainability ou elle rester pure Asie? Mais donc voilà, comment hacker l'Asie? Je, c'est quelque chose qui pourrait être une question qui va me tenir éveillé la nuit. Hein, donc, merci de planter la graine. Non, comment hacker l'Asie. On va dire que effectivement, je vais devoir rattacher ça au sujet que je connais, à savoir la sustainability. On est dans une zone du monde qui est en croissance et ça, on peut pas aller contre. C'est-à-dire, on est dans une zone du monde où la population va croître, le niveau de vie va croître, et être capable finalement de concilier la sustainability avec une approche positive, je ne vais pas dire croissance, hein, une approche positive de la sustainability me semble absolument capitale, et ce sera ça comme ça ou ce sera pas, je pense, en Asie. Il faudra qu'on évite en Asie de répéter les erreurs des pays de l'Ouest, d'avoir une croissance très carbonée. Je pense que c'est pas une question d'être pour la croissance ou pas. Je pense que c'est beaucoup plus de nuances qu'il faut apporter. En revanche, ma conviction la plus profonde, c'est d'être capable si on veut adresser ce problème de la sustainability, du dérèglement climatique, il faut être capable de vendre un projet, de vendre une vision qui soit équitable et positive. Et d'ailleurs, positive veut pas dire plus d'argent. On peut être super heureux en gagnant moins d'argent. Enfin, c'est pas la question. C'est d'être capable d'embarquer des gens et de rendre le truc sexy, vraiment. Et Dieu sait qu'on a plein d'opportunités et plein de projets en tête pour rendre la sustainability désirable. Et ça, c'est le point clé, je pense. Et puis la dernière chose, peut-être pour hacker l'Asie, plus terre à terre, c'est d'être capable de fédérer sous une vision commune, mais aussi de montrer que ça marche. Et on est dans une zone du monde, je trouve, où c'est très descendant. Et on a tendance à oublier que le bottom-up marche très très bien en Asie aussi. Montrer que ça fonctionne, donner envie, eh ben, ça va inspirer plein de gens. Et il ne s'agit pas d'avoir 100% de gens fresqués dans le monde ou en Asie. Il s'agit de juste 5%, 10%, et on peut commencer déjà à faire d'énormes différences. Voilà. Ok, non, bah super, très bonne conclusion. Merci Thibaut. Alors, comment te contacter? Tu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, quel est le meilleur moyen? Je suis assez actif sur LinkedIn en partageant des éléments. Donc Thibaut Meurgue-Guyard, Thibaut Climate Fresk ou Thibaut Fresque du climat Singapour, vous allez trouver. Et puis sinon, si vous voyez Climate Fresk Singapour ou Fresque du climat Singapour, bon, je serai pas très très loin. Donc vous pouvez aussi nous écrire à ce point de vue-là. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas basé à Singapour, si vous êtes basé dans d'autres pays, parce que je pense que dans plein de gens, plein d'auditeurs et d'auditrices ne seront pas de Singapour, eh ben vous pouvez juste regarder Fresque du climat ou Climate Fresk dans votre pays, et vous allez avoir de super facilitateurs et de super coordinateurs locaux qui vont vous aider à mener à bien tous les projets que vous voulez. Voilà. Il y a plein d'antennes locales, on vous mettra en contact si nécessaire, donc n'hésitez pas. Ok, bon bah merci Thibaut, et une prochaine alors, salut. Ah ouais, bientôt, salut. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!